1er septembre 1939, deux décisions cruciales furent prises, changeant le cours de la Seconde Guerre mondiale. L'une déclencha le conflit, l'autre y mit fin. À l'aube, Adolf Hitler lançait la Wehrmacht en Pologne, tandis que les chars allemands avançaient et que les bombardiers de la Luftwaffe projetaient leur ombre sur le pays, plongeant l'Europe dans son deuxième conflit mondial en une génération. Quelques heures plus tard, à plusieurs fuseaux horaires de là, le président Franklin Roosevelt faisait une annonce discrète. Il avait nommé un nouveau chef d'état-major de l'armée de terre américaine. Ce choix en surprit plus d'un, le général George Catlett Marshall. Il fut préféré à 33 généraux plus gradés, ayant une plus grande ancienneté et étant, de fait, ses supérieurs, qui estimaient que le poste leur revenait de droit en raison de leur ancienneté. Le major général Hugh Drum, favori pour le poste, occupait presque tous les postes importants de l'armée de terre, juste en dessous de celui de chef d'état-major. À partir de 1930, ses partisans furent maintes fois surpris. Ses pairs étaient furieux. Marshall, quasiment inconnu en dehors des cercles militaires, avait principalement occupé des postes d'état-major, se concentrant sur la stratégie opérationnelle et la gestion logistique. Il manquait d'expérience du commandement direct au combat. À 58 ans, il avait été nommé général de brigade seulement 3 ans auparavant. Pourtant, Roosevelt avait perçu quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué, l'intégrité de Marshall. Il n'hésitait pas à s'opposer au pouvoir lorsque cela s'avérait nécessaire. Il se refusait aux manœuvres politiques. Lors d'une rencontre avec le président, Roosevelt s'enquit de la position de Marshall sur une proposition. Marshall répondit par la négative en exposant les raisons de son opposition. Les conseillers de Roosevelt furent stupéfaits. On ne conteste pas le président de cette façon, pensèrent-ils. Marshall resta imperturbable. Il n'était pas là pour conforter les convictions de Roosevelt, mais pour l'éclairer. Malgré cela, ou peut-être grâce à cela, Roosevelt choisit Marshall. Le 1er septembre 1939, Marshall prit ses fonctions, héritant d'une armée à peine digne de reconnaissance. L'armée américaine se classait 19 mondiale, avec des effectifs inférieurs à ceux du Portugal et à peine supérieurs à ceux de la Bulgarie, pour un total de 190 000 hommes. Le département de police de New York comptait plus d'agents que l'ensemble du corps des marines. Des vestiges de matériel de la Première Guerre mondiale encombraient les entrepôts, tandis que les fusils et les chars d'assaut étaient rares. Lors d'exercices récents, les soldats s'étaient entraînés avec des répliques en bois de fusil et de camions étiquetés chars. En somme, il s'agissait d'une force dépourvue de véritable puissance, comme le fit remarquer un observateur, que des os, mais pas de muscles. Face à cette armée squelettique, Marshall entrevoyait un défi insurmontable. L'Europe semblait vouée à la guerre et, inévitablement, l'Amérique suivrait le même chemin. Lorsque le conflit atteindrait le sol américain, il faudrait multiplier par 10 les effectifs de l'armée, soit environ 2 millions de soldats. Il aurait peut-être fallu davantage d'hommes pour mener une guerre mécanisée contre la Wehrmacht, une armée qui n'était pas encore formée. Entre Marshall et son armée, de nombreux officiers incapables de la commander se trouvaient à la tête de l'armée. Leur incapacité à diriger n'était pas due à la déloyauté ou à la lâcheté, mais plutôt à l'âge, à la fatigue et à l'obsolescence. L'armée fonctionnait selon un système d'ancienneté qui privilégiait le temps et les services pour les promotions plutôt que les compétences. L'avancement ne reposait pas sur les aptitudes, mais sur la patience, car les officiers pouvaient passer des décennies dans des grades inférieurs. Les capitaines pouvaient servir 15 ans, les commandants 20 ans. Les régiments étaient souvent commandés par des colonels sexagénaires qui peinaient à suivre le rythme. Marshall lui-même était colonel pendant la Première Guerre mondiale, puis rétrogradé au grade de capitaine. Il ne redevint colonel que 15 ans plus tard. En 1939, plus d'1 millier d'officiers ayant l'âge et l'expérience requis pour le grade de lieutenant-colonel étaient encore capitaines. Leur stagnation n'était pas due à un échec, mais au fait que le système refusait de promouvoir en fonction des compétences, préférant une attente prolongée. Parmi eux, on comptait des officiers brillants, d'autres moyens, et beaucoup d'autres encore, vieillissants. Âgés de 50 à 60 ans, rigides dans leur façon de penser, ils avaient été formés aux batailles d'un autre temps. Ils connaissaient les charges de cavalerie et la guerre de tranchées, mais ignoraient tout de la guerre éclair et des opérations interarmes. Ils ne comprenaient pas que la guerre avait subi une transformation radicale. L'Allemagne venait de leur donner un aperçu de ce qu'impliquait la guerre moderne. La Pologne avait été envahie en 4 semaines, les chars avaient percé les lignes de défense, les bombardiers en piqué avaient décimé les convois de ravitaillement, l'infanterie peinait à suivre le rythme et la cavalerie avait été anéantie. Tout ce que ces officiers âgés savaient était dépassé.
Marshall fut chargé de créer une armée capable de mener ce nouveau type de guerre. Un mois après sa prise de commandement en octobre 1939, Marshall s'adressa franchement à son état-major. Les généraux de ligne en poste sont pour la plupart trop âgés pour commander des troupes au combat sous la pression intense de la guerre moderne. La plupart d'entre eux s'accrochent à des modes de pensée archaïques et sont incapables de s'adapter aux nouveaux défis qu'ils pourraient rencontrer si nous entrions dans un conflit prenant naissance en Europe. Il faisait référence à son propre corps d'officier, à des hommes avec lesquels il avait combattu, des hommes qui avaient consacré leur vie à l'armée, des hommes qui seraient anéantis par la guerre moderne. Marshall trouvait pénible d'exprimer cela, mais il estimait nécessaire que le Congrès et Roosevelt prennent conscience de cette réalité. Si l'armée entrait en guerre sous son commandement actuel, elle subirait la défaite. Marshall avait une stratégie. Il collectait des données depuis des années. En tant que commandant adjoint de l'école d'infanterie de Fort Benning, il observait de nombreux jeunes officiers en formation. Il notait ceux qui faisaient preuve de potentiel, qui pensaient de manière novatrice, qui gardaient leur sang-froid sous pression, qui commandaient efficacement. La légende raconte qu'il tenait un petit carnet noir contenant les noms des officiers en qui il avait confiance. Qu'un tel carnet ait existé ou non, Marshall gardait sans aucun doute une trace mentale de ses observations. Il reconnaissait le talent des officiers, mais peinait à leur confier des postes de commandement. En mai 1940, l'Allemagne lança une offensive contre la France, perçant les lignes françaises dans les Ardennes, une région jusque-là considérée comme imprenable. Les chars allemands atteignirent rapidement la côte. Malgré la résistance victorieuse de la France pendant 4 ans lors de la Première Guerre mondiale, elle s'effondra en 6 semaines, les Britanniques s'échappant de justesse à Dunkerque. L'armée allemande, jusque-là réputée invincible, semblait irrésistible. Le Congrès prit alors en compte les avertissements de Marshall concernant l'état de préparation. En conséquence, la deuxième loi de crédit supplémentaire de 1940 fut adoptée, dissimulant dans ses dispositions un changement majeur. L'ancienneté ne serait plus le seul critère de promotion. Désormais, les officiers pourraient être promus en fonction de leurs compétences, de leurs performances et de leur aptitude. Marshall mit rapidement en œuvre cette réforme, créant ce qui allait devenir la commission de sélection ou commission de révocation. Un groupe de 6 anciens généraux, dirigé par le général Malan Craig, qui avait précédemment occupé le poste de chef d'état-major avant Marshall, fut chargé d'évaluer les performances des officiers supérieurs les plus âgés. Leur attention se portait principalement sur les colonels approchant la retraite, âgés d'une 60aine d'années. L'objectif était d'identifier ceux qui pouvaient supporter les exigences physiques du commandement au combat et d'éliminer ceux qui ne le pouvaient pas. La directive de Marshall à la commission d'évaluation était claire, les moments critiques sont présents, seules les performances actuelles comptent. Les performances antérieures en temps de paix étaient sans importance. Les décorations obtenues 20 ans auparavant n'avaient aucune valeur. Une seule question importait, cet officier est-il capable de commander efficacement ses hommes au combat sous l'immense pression de la guerre mécanisée moderne? La commission d'examen s'est acquittée de sa tâche avec célérité. Au cours des 6 premiers mois, elle a destitué 195 officiers, du grade de capitaine à celui de colonel. Des officiers de longue date ont été contraints à la retraite ou relevés de leurs fonctions de manière inattendue. Au final, plus de 500 colonels ont été radiés des cadres. Au total, plus d'1 millier d'officiers ont été concernés par cette réforme. Parmi les camarades de Marshall figuraient des hommes avec lesquels il avait servi pendant de longues périodes. Cependant, ce fait n'avait aucune importance. L'armée avait besoin de commandants capables de mener le conflit imminent, et non celui qui venait de s'achever. Les critiques accusèrent Marshall d'éliminer l'élite intellectuelle de l'armée. Des protestations s'élevèrent des associations d'anciens combattants. Certains officiers dénoncèrent une purge, un renvoi injustifié de soldats dévoués. Marshall choisit d'ignorer ces critiques et continua d'écarter les officiers inaptes aux tâches à accomplir. Tous ne furent pas renvoyés. Le colonel Georges Patton, âgé de 54 ans et considéré comme à haut risque, fit preuve d'une énergie et d'une ambition dignes d'un homme 2 fois plus jeune. La commission reconnut sa forme physique, son sens tactique et son esprit combatif. En conséquence, Patton fut épargné, d'autres officiers comme lui furent également épargnés. La commission n'éliminait pas les officiers en fonction de leur âge. Elle éliminait plutôt ceux qui étaient incapables de s'adapter, d'apprendre ou de diriger dans la guerre moderne. Marshall avait tout misé sur cette purge. En 1941, Marshall était incertain. Sa restructuration de l'armée était-elle une erreur ou une solution providentielle? Si les officiers qu'il avait écartés étaient compétents,
il serait perçu comme un démantèlement de l'armée avant même d'avoir été mis à l'épreuve. S'il avait vu juste, il sauverait des milliers de vies américaines. Il n'y avait pas de juste milieu. Cet été-là, Marshall allait découvrir si son pari avait été gagnant. En juin 1941, l'armée comptait près d'1 million d'hommes. La première conscription en temps de paix de l'histoire des États-Unis avait permis un afflux massif de recrues, les unités de la garde nationale avaient été fédéralisées et des camps d'entraînement avaient été mis en place dans le Sud, s'agrandissant chaque mois. Pourtant, le nombre ne garantissait pas la compétence. Marshall avait des soldats, il lui fallait évaluer les aptitudes de ses officiers. Le lieutenant-général Leslie M. Seignier suggéra une stratégie, des exercices militaires à grande échelle sur le terrain, simulant des conditions de combat réelles, permettant de tester les doctrines, le matériel et surtout les officiers. Soumettez ces opérations à des tests de résistance, évaluez les capacités de commandement, observez les défaillances. 3 exercices importants furent organisés, au Tennessee en juin, en Louisiane en septembre et en Caroline en novembre. Les exercices en Louisiane seraient les plus vastes. Environ 500 000 soldats y participèrent, un nombre supérieur à l'effectif total de l'armée 2 ans auparavant. On comptait également 50 000 véhicules, à roues et à chenilles, et 30 000 chevaux en raison de l'utilisation continue de la cavalerie. Les combats s'étendirent sur la Louisiane et les du Texas pendant 3 semaines, 2 armées se disputant le contrôle de la vallée du Mississippi. Marshall fit part de ses attentes à M. Seignier, « Je veux que les erreurs soient commises en Louisiane, pas en Europe. Et le seul moyen d'y parvenir est de procéder par essai. En cas d'échec, identifier les éléments nécessaires à la réussite. » Ces exercices n'étaient pas planifiés, laissant aux commandants la liberté d'élaborer des stratégies et d'agir comme bon leur semblait. Lors de la simulation, des évaluations de performance ont été menées. L'armée a tiré de précieux enseignements des événements qui se déroulaient. Parallèlement, Marshall observait pour la première fois son corps d'officiers en situation de combat réel. Le lieutenant-général Ben Lee commandait l'armée rouge, représentant le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Missouri et le Kentucky. Disciplinaire rigoureux, il était connu pour son tempérament colérique et son caractère abrasif, même si ses troupes n'appréciaient guère de servir sous ses ordres en raison de son incompétence. De son côté, le lieutenant-général Walt Kruger commandait l'armée bleue, regroupant l'Arkansas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee. Sévère et exigeant, mais juste, il était reconnu comme l'un des officiers les plus instruits et perspicaces de l'armée. À 62 ans, il était en excellente condition physique et a rapidement saisi le potentiel de la guerre blindée. L'exercice a débuté le 15 septembre 1941 et il est vite apparu qu'il ne s'agissait pas d'un entraînement ordinaire, son ampleur était sans précédent. Des villes entières se sont retrouvées plongées dans des opérations militaires. Les soldats installèrent leurs camps dans les champs, les clairières en bord de route et partout où l'espace le permettait. Les colonnes logistiques s'étendaient sur des kilomètres. Les systèmes de communication, améliorés lors des exercices précédents, furent rapidement saturés. Cette fois, les officiers supérieurs devaient être au plus près des lignes de front. Le maréchal l'exigeait, ne souhaitant pas commander depuis un quartier général éloigné, isolé derrière les lignes ennemies. Le colonel Georges Patton commandait la 2e division blindée. Déployée au sein de l'armée bleue de Kruger, la suite des événements allait entrer dans l'histoire. Lors de la seconde phase de l'opération, l'armée bleue reçut l'ordre d'attaquer Shreveport, tenu par les forces rouges de Lee. L'armée rouge disposait de positions fortifiées, de défenses prêtes et d'unités antichars stationnées. Une attaque directe serait coûteuse et trop longue. Patton n'opta pas pour une attaque conventionnelle. Il dirigea plutôt sa division blindée dans une manœuvre d'envergure d'environ 480 km. Ils traversèrent les du Texas à toute vitesse, effectuant une manœuvre audacieuse et massive pour contourner les positions de l'armée rouge. Il acheta tout le stock d'essence de chaque station-service de lait du Texas pour alimenter ses véhicules. Ses équipes de renseignement s'emparèrent d'une partie de l'aérodrome de Barksdale, perturbant ainsi le soutien aérien de l'armée rouge pendant l'exercice. Alors que les chars de Patton avançaient vers Shreveport par le nord et que les unités d'infanterie et de cavalerie attaquaient par le sud, l'armée rouge se retrouva encerclée. Le 28 septembre, à la veille de la bataille décisive de Shreveport, le commandement intervint et mit fin à l'exercice. L'armée bleue avait vaincu les forces rouges de manière décisive. La manœuvre prit fin. Marshall et M. Seignier étaient présents tout au long des opérations. Ils consignèrent continuellement leurs observations. Quels officiers se sont distingués? Qui a flanché? Qui a fait preuve d'ingéniosité?
qui a craqué sous la pression, le colonel Dwight Eisenhower était le chef d'état-major de la 3e armée de Kruger. La planification d'Eisenhower était méticuleuse, son exécution précise. Il dirigeait des opérations sur de vastes distances impliquant de nombreuses divisions. Les journalistes ont rapidement identifié Eisenhower au milieu des manœuvres. Le reporter de CBS, Eric Sevride, a déclaré qu'il faisait preuve d'une clarté hors du commun. Le journaliste renommé Drew Pearson a affirmé qu'Eisenhower avait orchestré et mis en œuvre la stratégie qui a mené à la retraite de la 2e armée de l'IR. Il était admiré pour son « intelligence incisive alliée à une énergie remarquable », a ajouté Pearson. En temps de paix, avec l'ancien système d'ancienneté, Eisenhower aurait pu rester lieutenant-colonel pendant encore 10 ans. Marshall l'a remarqué. De même, les lieutenants-colonels Omar Bradley et Mark Clark ont fait preuve d'une performance exceptionnelle en Louisiane, a noté. Clark a démontré un sens tactique impressionnant en planifiant l'exercice entier à l'aide d'une carte routière trouvée dans une station-service, a noté. Le colonel Joseph Vingar-Joe Stilwell a mené une colonne de chars à un rythme soutenu, utilisant des tactiques de guerre éclair lors de manœuvres plus tôt en 1940, a noté. Ces officiers, contrairement aux généraux de haut rang qui occupaient des postes importants 2 ans auparavant, n'étaient pas les figures habituelles à la tête de l'armée. Ce groupe était dirigé par de jeunes officiers, dont beaucoup étaient encore colonels, dotés d'une compréhension intuitive de la guerre moderne. Ils avaient saisi ce que les officiers supérieurs n'avaient pas compris. La rapidité, la manœuvrabilité et les opérations combinées étaient essentielles. Les exercices en Louisiane ont confirmé la pertinence de la décision de Marshall d'écarter le personnel obsolète. Ces officiers restants, ainsi que les jeunes recrues, étaient capables de mener efficacement le conflit imminent. Les exercices ont également mis en lumière des problèmes. Les systèmes de communication nécessitaient des améliorations, les stratégies anti-chars devaient être affinées et les réseaux de ravitaillement ont flanché sous la pression. L'infanterie peinait à suivre le rythme des unités blindées et certaines unités furent contraintes d'abandonner leurs chevaux, épuisés sur le champ de bataille. La reconnaissance mécanisée s'est avérée supérieure à la cavalerie, les divisions ayant opté pour des unités mécanisées remportant systématiquement la victoire. Marshall a tiré les leçons de ces exercices, il souhaitait que les erreurs soient commises en Louisiane plutôt qu'au combat. L'armée allait apprendre de ses erreurs, s'adapter et se préparer en conséquence. Le 7 décembre 1941, 2 mois après la fin des manœuvres en Louisiane, l'aviation japonaise frappa Pearl Harbor, entraînant les États-Unis dans la guerre. L'armée que Marshall avait mise en place allait être confrontée à une véritable épreuve. Les officiers qu'il avait écartés ne mèneraient pas les troupes américaines au combat. Ce serait plutôt ce qu'il avait promu et reconnu. Les événements qui suivirent confirmèrent la nécessité de cette purge. Eisenhower, qui avait fait forte impression en Louisiane en tant que lieutenant-colonel, fut promu général de brigade en octobre 1941, peu après les manœuvres. Marshall le transféra rapidement à Washington pour diriger les opérations de l'armée. Fin 1942, Eisenhower commandait toutes les forces américaines en Europe. Il planifia et mena l'opération Torch, le débarquement en Afrique du Nord, puis l'opération Husky en Sicile, et enfin Overlord, le débarquement de Normandie, la plus grande opération militaire de l'histoire. En moins de 5 ans, Eisenhower passa de lieutenant-colonel à général 5 étoiles, commandant des millions de soldats. Avec l'ancien système d'ancienneté, Eisenhower aurait été retardé par le départ à la retraite de ses supérieurs, ce qui aurait pu lui faire manquer l'opportunité d'accéder au grade de général jusqu'en 1945, trop tard pour occuper des postes de commandement importants. Cependant, la réforme menée par Marshall a permis un changement radical, faisant des compétences, des performances et des résultats des critères décisifs. Ce changement a propulsé Bradley, lieutenant-colonel, au commandement des forces américaines en Normandie, et Patton, rescapé de la réforme et brillant militaire en Louisiane, à la tête de la 3e armée, devenant un général redouté des Allemands. Stilwell a commandé les forces alliées en Birmanie et en Chine, tandis que Clark dirigeait la 5e armée en Italie. Leurs avancements étaient tous dus à la volonté de Marshall de réformer en profondeur l'ancien système et de promouvoir au mérite. 12 jours seulement après Pearl Harbor, l'amiral Husband Kimmel et le lieutenant-général Walter Short ont été relevés de leurs fonctions dans le Pacifique. Ils avaient échoué et le major-général Frédéric Martin, commandant de l'aviation sous les ordres de Short, a également été démis de ses fonctions. En prenant le commandement des opérations de l'armée de l'air américaine dans le Pacifique à la mi-1942,
Le lieutenant-général George Kenney a rapidement relevé de leurs fonctions 5 généraux qu'il jugeait incompétents, ainsi que 40 colonels et lieutenants-colonels. Le système Marshall était désormais en vigueur, l'incapacité à obtenir des résultats entraînait la destitution. On estime que Marshall a limogé au moins 600 officiers avant l'entrée en guerre des États-Unis et des centaines d'autres pendant le conflit. Cette purge fut continue. À chaque performance insuffisante d'un officier, Marshall le remplaçait. De ce fait, le corps des officiers de l'armée de terre américaine devint implacablement fondé sur le mérite. Le système de promotion temporaire offrait un avancement illimité aux plus performants et une destitution immédiate aux autres. Si certains critiques qualifient Marshall de dur, voire de brutal, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsqu'il prit ses fonctions de chef d'état-major en 1939, l'armée de terre américaine comptait 190 000 soldats. En 1945, elle en comptait 8,3 millions. Cette armée renforcée parvint à vaincre l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Dans diverses régions, notamment en Afrique du Nord, en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Philippines et dans de nombreuses îles du Pacifique, elle s'engagea et finit par l'emporter. Son triomphe fut dû à ses chefs qui firent preuve de flexibilité, d'ingéniosité et de résilience dans des circonstances difficiles. Des chefs que Marshall reconnut, promut et auxquels il confia le pouvoir. À la fin de la guerre, les chefs militaires britanniques le qualifièrent d'architecte et de bâtisseur de la plus grande et de la plus puissante armée de l'histoire américaine. Winston Churchill le surnomma l'orchestrateur de la victoire. Bernard Baruch le qualifia de premier stratège mondial. Le président Harry Truman déclara que Marshall était l'homme qui a gagné la guerre. La purge menée par Marshall fut un succès non pas grâce à l'éviction d'officiers incompétents, bien qu'il l'ait fait, ni grâce à la promotion d'officiers exceptionnellement talentueux, mais parce que Marshall avait compris une vérité fondamentale de la guerre. Les outils évoluent, les stratégies s'adaptent et la technologie progresse. Une armée qui refuse d'évoluer périt, tandis qu'un corps d'officiers qui privilégie l'ancienneté aux compétences subit la défaite. L'Allemagne l'a démontré en 1939 et 1940. Ils révolutionnèrent la guerre par la guerre éclair, misant sur la rapidité, la surprise et la combinaison des forces. En quelques semaines, la Pologne et la France furent conquises. Les stratégies traditionnelles se révélèrent inefficaces. Les commandants qui ne comprirent pas cela, qui ne surent s'adapter ni apprendre, devinrent un fardeau plutôt qu'un atout. Marshall l'avait pressenti. Il avait vu des officiers américains aux prises avec des tactiques obsolètes et une stratégie défaillante durant la Première Guerre mondiale, ce qui avait entraîné d'innombrables pertes dues à l'incompréhension des chefs face à la guerre moderne. Déterminé à éviter que cela ne se reproduise, il entreprit une purge. Il remplaça les officiers incompétents, les promouva et reconstitua un corps d'officiers capables de mener la guerre réelle, et non celle qu'il souhaitait. Les manœuvres de Louisiane servirent de terrain d'expérimentation, un lieu où la théorie se heurtait à la pratique, les plans à la réalité, et où les officiers faisaient leurs preuves sous pression. Certains excellèrent, d'autres échouèrent. Marshall les observa tous avec minutie, promouvant les plus performants au commandement d'armée. Les officiers en difficulté furent réaffectés à des fonctions non combattantes ou administratives, ce qui permit de préserver la vie des soldats en temps de guerre. Cette mesure, bien que rigoureuse, était essentielle et contribua finalement à la victoire. Après la guerre, Marshall resta en service et devint secrétaire d'État sous la présidence de Truman. En 1947, il présenta le programme de rétablissement européen, plus tard connu sous le nom de Plan Marshall, un programme déterminant pour la reconstruction de l'économie de l'Europe occidentale. Cette stabilité économique permit aux démocraties de perdurer et freina l'expansion soviétique. Pour cette contribution, Marshall reçut le prix Nobel de la paix en 1953, devenant ainsi le seul général de l'armée de terre à recevoir cette distinction. Cependant, son héritage le plus important n'est pas le plan Marshall, mais le système Marshall. Ce système privilégiait la compétence à l'ancienneté pour les postes de direction, mettant l'accent sur les aptitudes plutôt que sur la durée de service. La pérennité d'une organisation repose sur sa capacité à se débarrasser des employés inefficaces et à promouvoir les plus compétents. La leçon que Marshall a donnée en 1939 reste d'actualité. Les organisations sont soumises à une transformation constante, la technologie progresse, les techniques s'affinent, les menaces se métamorphosent, les dirigeants qui ont excellé par le passé ne sont pas forcément aptes à relever les défis actuels. Le dilemme est clair, s'adapter ou périr, progresser grâce au mérite ou souffrir de l'obsolescence. Marshall a opté pour la solution difficile. Il a purgé, promu et reconstruit.
Et lorsque l'épreuve la plus redoutable s'est présentée, l'armée qu'il avait formée était prête, les officiers qu'il a choisis ont remporté la guerre, chaque conflit, chaque campagne, chaque théâtre d'opération, de la Normandie au Rhin. De l'Afrique du Nord à Berlin, de Guadalcanal à la baie de Tokyo, les forces américaines ont triomphé parce que Marshall a eu le courage de se séparer des chefs incapables de commander et de promouvoir ceux qui en étaient capables. Le 1er septembre 1939, Roosevelt a pris une décision qui a stupéfié l'élite militaire. Roosevelt choisit un officier, George Marshall, classé 33 places derrière lui dans la hiérarchie militaire. Cet officier manquait d'expérience du commandement de troupes au combat et était largement inconnu du grand public. Pourtant, au cours des 6 années suivantes, Marshall démontra que le mérite prime sur l'ancienneté, que les compétences surpassent les diplômes et que la capacité d'adaptation peut être une question de survie pour une organisation. La réforme de l'armée menée par Marshall la sauva. Elle forma le corps d'officiers qui triompha lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle établit des principes qui continuent d'influencer le commandement militaire. Enfin, elle souligna l'idée qu'un choix crucial pour un dirigeant est de décider qui ne doit plus diriger.